Guillaume Cahour. Forcément sur Europe 1. Et tout de suite, nous accueillons la personnalité du jour. Son documentaire sortira en salle dans 2 jours. Il a filmé le quotidien d'un service médical de soins palliatifs pendant 14 mois, là même où son papa est décédé en 2003. Un documentaire formidable sur la vie, sur la mort. Frédéric Chaudier, son réalisateur, est votre invité ce matin, Guillaume Cahour. Bonjour Frédéric Chaudier. Bonjour. Les yeux ouverts, c'est le titre de votre documentaire qui sort donc en salle ce mercredi. Le quotidien d'un service médical. Jeanne Garnier, qui se trouve dans le 15e arrondissement de Paris. C'est un service de soins palliatifs. Un documentaire inédit pour changer de regard sur les soins palliatifs. Ça, c'est ce que dit le journal La Croix. Est-ce que c'était votre but à l'origine, changer de regard ? Changer le mien en tous les cas. Ça me paraissait indispensable dans la mesure où, a priori, mon père et moi étions plutôt favorables à l'euthanasie. Ouais. Et on a découvert, chemin faisant dans sa maladie, qu'il y avait éventuellement d'autres options possibles, parmi lesquelles un accompagnement. Donc ce documentaire, à l'origine, vous l'avez fait pour vous ? C'est une quête, c'est aussi une quête personnelle en espérant que certains la partagent, bien sûr. Ouais. Alors moi je vous le dis tout de suite, je ne suis pas sorti indemne de votre film, avec quelques larmes. On regarde la fin de vie, la mort, la vie aussi différemment. Alors je me souviens de cette scène avec cette dame qui arrive dans ce service de soins palliatifs et qui dit à cette soignante qu'elle ne voulait pas venir parce que pour elle, soins palliatifs, ça veut dire que c'est la fin des haricots. Là, on voit cette infirmière qui est troublée. Mais finalement, elle est troublée parce que c'est la vérité, c'est la fin des haricots, les soins palliatifs, c'est ça ? Mais c'est la fin des haricots depuis le début, depuis la naissance, puisqu'on sait a priori, à partir du moment où on commence à en avoir conscience, on sait que la fin des haricots arrivera de toute façon. Mais on ne sort pas vivant des soins palliatifs. On peut, il y a des périodes de rémission durant lesquelles les personnes peuvent ressortir. Ce que dit cette infirmière est tout à fait juste. Elle ne ment pas à ce moment-là. Là où elle a un trouble, c'est qu'elle a en face d'elle une femme qui a probablement à peu près le même âge qu'elle, et que du coup, cette femme lui renvoie un peu un miroir d'elle-même. Ouais. Donc c'est un peu d'ailleurs le cas pour chacun des patients. Chacun des patients nous renvoie un peu un miroir de nous-mêmes. Oui, c'est vrai que quand on pense soins palliatifs, on pense à des personnes très âgées. Alors c'est vrai qu'on voit notamment une vieille dame de 99 ans qui, elle, est là en soins palliatifs, mais on se demande pourquoi, parce qu'elle a l'air pleine de vie et toute gaie. Et puis on voit des personnes qui ont votre âge, notre âge. Qu'est-ce qu'elles font là ? Elles sont malades, bien sûr. Oui. C'est le côté un peu frustrant de vos documentaires, c'est qu'on se dit mais pourquoi ils sont là ? Parce que moi, du coup, on se projette, on se dit moi aussi je pourrais y être. Ils sont là pour quoi ? Des cancers essentiellement ? Non, pas obligatoirement. Il y a un jeune homme par exemple qui est atteint d'une maladie neurodégénérative et qui est par ailleurs, il se trouve que c'est la même maladie que celle qui a frappé mon père, donc ça faisait écho. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est le dernier personnage. C'est la dernière personne qui s'est mutée un peu en personnage, mais que j'accompagne dans le tournage. Mais non, il y a effectivement des cancers, il y a des personnes qui sont âgées, qui sont en fin de parcours, et puis il y en a d'autres qui sont frappées en pleine force de l'âge. Alors, ce documentaire, ce sont aussi des rencontres, et vous dites, paradoxalement, à partir du moment où elles ont compris que c'est la fin de la route, à partir du moment où elles l'ont accepté, elles sont capables d'une ouverture rare aux autres. Ouais. Ah oui. Il faut éprouver ça, sans doute, pour... d'une certaine manière, se libérer un peu de soi-même pour être un peu plus ouvert aux autres. On est toujours, on perçoit la maladie comme étant quelque chose qui est une forme de repli sur soi-même. Moi, ce que j'ai pu constater, en tous les cas, c'est que bien souvent, les personnes atteintes de maladie étaient au moins... bien souvent plus ouvertes que des personnes dites bien portantes. Oui. Est-ce que ces malades ont accepté facilement de se livrer ? Parce qu'on les filme quand même, évidemment sans maquillage, mais aussi à un moment où ils n'ont pas forcément, ils montrent pas le meilleur d'eux-mêmes. En tout cas, esthétiquement. Oui, mais justement, l'esthétique est une chose, d'une part, qui est assez subjective, et d'autre part, dont on peut se départir assez facilement. Ouais. L'important, ce qui faisait la beauté, justement, de chacune de ces personnes, était ailleurs. Et je pense que ce qu'ils ont perçu, ce que chacune d'entre elles a perçu, c'est que je cherchais justement cet ailleurs. Donc, ça a été assez simple à chaque fois d'entrer en communication avec elle. Et en règle générale, quelques minutes après, elle me disait « Mais je vous en prie, allez-y, il n'y a pas de problème. » Je crois que sur les 14 mois de cette aventure, je crois que j'ai eu un refus et la personne qui est justement le monsieur cousin du film, que je n'ai pas pu filmer, mais qui était pour d'autres raisons. Lui, il avait un cheminement à faire et après discussion avec le personnel médical,
on a choisi que je ne filme pas. On voit la mort dans ce documentaire, évidemment, mais par intermittence. Par exemple, une fois, on voit de manière furtive un corps allongé sur un lit, les yeux et la bouche fermés, une rose qui est posée sur son torse. Là, on comprend qu'il est décédé. Est-ce que vous avez filmé puis coupé au montage la mort de patient ? Non, non, même celle de Claude, hein, cette personne que j'ai suivie pendant plusieurs mois, je n'ai rien coupé. Claude, c'est ce monsieur qui a beaucoup voyagé, oui, où on voit toutes ces ressemble cartes. Un peu au professeur Choron. Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est non, bien évidemment sur les 270 heures, 250-270 heures de rush, évidemment qu'il y a énormément de choix qui ont été faits, évidemment que beaucoup des personnages, des personnes filmées, pardonnez-moi, n'ont pas pu être intégrés au montage, mais ce que je devais montrer, je l'ai montré sans détourner le regard. Alors moi, vous voyez, rien qu'en prononçant cette phrase, et l'émotion du film qui revient, c'est cette soignante qui dit cette phase-là, donc la fin de vie, il ne faut pas la subir, il faut la vivre. J'ai trouvé que c'était une très belle phrase, surtout quand on a le contexte de votre documentaire. Mais c'est un peu facile à dire quand même, non ? C'est facile à dire, mais il se trouve qu'elle vit ça au quotidien. Donc, Mais vous, quand vous entendez cette phrase-là, vous dites, ça vous change votre regard sur la fin de vie ? Oui, parce que ce lieu ou ces lieux, parce que c'est pas l'unique lieu traitant de la fin de l'existence en France, heureusement. Il y a par exemple la Maison Gardanne dans le sud de la France, qui est un autre établissement de soins palliatifs. Ce sont des lieux qui aident à réfléchir à l'existence, donc à ce qu'elle est, à son sens et vers quoi elle conduit. Donc c'est à la fois effectivement facile à dire, mais en même temps, ce sont des temps de réflexion qui sont très très denses et durant lesquels le temps se ralentit, comme ça, une sorte d'amortissement temporel qui se déroule aussi lorsqu'on accompagne une personne. Et justement, vous et votre papa, qui est décédé dans ce service, vous avez changé de regard sur la fin de vie, vous étiez favorable à l'euthanasie, et lui finalement a changé d'avis. Lui a changé d'avis. En fait, ce qui s'était produit, c'est que je lui avais fait la proposition de l'aider à en finir, s'il le jugeait utile. Et il se trouve qu'il ne l'a jamais demandé. Et probablement que c'est une question de regard. Alors moi qui fais des films, forcément, le regard est quelque chose qui est extrêmement important. Et si on a un regard sur la personne, qui est un regard qui ne change pas à cause de la maladie, mais qui est juste une question, la maladie devient juste quelque chose de presque technique à régler, mais que dans le fond, la personne reste ce qu'elle a toujours été. Je pense que l'envie d'en finir est un peu mise de côté. Alors, on découvre aussi un personnel médical absolument formidable, très investi, avec, par exemple, ces infirmières qui jouent la guitare dans la chambre d'une patiente. Il y en a qui plaisantent entre eux sur le dentier d'un patient, mais avec beaucoup de gentillesse, qui jouent aussi avec la mousse de ce monsieur Cousin que vous avez suivi, qui est en train de prendre un bain et c'est Claude, qui est là. C'est Claude, pardon, excusez-moi. Et là, on n'a pas l'impression de se sentir dans un hôpital. Comment est-ce qu'ils vivent cette confrontation quotidienne à la mort ? Mais il n'y a pas de confrontation quotidienne à la mort. On meurt dans les oui, bien sûr, mais on meurt partout. À ce moment-là, vous pouvez dire aussi que dans la rue, lorsque la mort survient, c'est une confrontation à la mort. Sauf qu'à l'hôpital, vous avez des patients qui ne sont pas forcément des patients qui vont tous mourir. Là, en l'occurrence, eux, ils sont là pour aider des gens à mourir. Non, ils sont là pour aider des gens à vivre jusqu'à temps que la mort survienne. Ce qui est une option très très différente en fait, dans l'acception du lieu et la manière qu'on a de le ressentir. C'est un lieu de vie dans lequel la mort survient. Ce qui est à peu près le cas partout d'ailleurs dans le pays. Et vous, ça vous a aidé à faire votre deuil alors, ces 14 mois de tournage ? Ça a continué de le faire, c'est-à-dire que mon deuil était déjà fait. J'avais besoin de réexplorer ça parce que lorsqu'on accompagne une personne dans ces lieux-là, il y a 10 000 choses à faire constamment. On se noie dans une infinité de détails et ce qui nous empêche un peu de prendre un peu de recul pour voir la grande image et se dire oui, cette personne-là que j'aime tant, je vais la perdre. Donc j'avais besoin de réexplorer ces chemins-là pour voir en quoi ces périodes-là m'avaient fait grandir. Alors c'est un documentaire qui est bouleversant parce qu'évidemment ça nous rappelle à tous quelqu'un de notre entourage qu'on a vu mourir, et puis c'est aussi perturbant parce qu'on se projette. Ouais, mais ça, justement, on se projette. Justement, c'est une conscience de notre finitude. C'est ce que j'ai essayé de faire aussi.
indépendamment de ma propre histoire, c'est d'essayer de comprendre en quoi ce lieu était aussi un lieu de réflexion sur l'existence, mon existence évidemment, mais aussi sur le fait que j'étais un être qui comportait en moi-même ma propre finitude, ce qui est le cas, me semble-t-il, de tous les êtres humains. En tout cas, on sort grandi de ce documentaire, Frédéric Chaudié. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Europe 1, les yeux ouverts, en salle à partir de mercredi, sortie nationale dans une quinzaine de villes, notamment à Paris, Toulouse, Marseille, Lyon, Bordeaux, Chambéry, Monaco, ou encore Le Havre. Qui sait, peut-être ensuite en DVD, peut-être des projets. Ah oui, c'est sûr même. Ça c'est sûr. En tout cas, si vous me permettez l'expression, on souhaite longue vie à votre documentaire, Frédéric Chaudié. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Europe 1.